Dans Folie douce, il est possible que soient abordés des sujets comme la dépression, la drogue, le suicide, les violences sexuelles, même si promis ça sera jamais frontal ou graphique. Si vous, qui écoutez, traversez un moment particulièrement difficile, si la vie vous semble accablante, c'est ok, ça arrive, ça m'est arrivé. Ne restez pas seul. Vous pouvez en parler à votre médecin qui vous orientera vers un professionnel de la santé mentale. Ou alors, appelez le 31 14. Le 31 14. Il y a des gens formés qui vous écouteront avec bienveillance. Voilà, prenez soin de vous et place à Folie douce. Je suis fou. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Non, j'ai trop fait de choses, j'ai trop risqué pour entrer à l'académie. Je ne suis pas folle, vous savez. I say put mental health first. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute, Benoît, les piscines, c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. I'm so... C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie douce. Je suis Lorraine Bastide et dans ce podcast, j'entreprends avec mes invités un voyage dans leurs coulisses émotionnelles pour libérer la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. J'étais là, c'est quoi ce bruit ? C'est donc mon stylo qui roule. Ici Folie douce avec Jessica Galante, Camille Test et Christelle Tissot. Une espèce de culture de la verticalité dans le soin qui nous vient, je pense, notamment de la médecine moderne, où en fait, on a l'habitude de remettre un petit peu entre les mains de sachants justement nos questions de santé mentale, nos choix de vie, etc. Bonjour les douceurs. Vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de la saison 1 de Folie douce. J'ai trouvé que c'était une cool idée de terminer avec une table ronde enregistrée il y a quelques semaines au festival Empower à Paris, que je remercie encore pour son invitation. Comme c'est un festival qui promeut les meufs qui changent le monde, j'avais décidé d'inviter à mon micro 3 meufs qui changent le monde, notamment dans le champ de la santé mentale. Elles sont toutes les 3 des défricheuses, des éclaireuses. Et je trouvais important de les nommer, de les célébrer et de relayer leur travail. Leur point commun, elles sont toutes les 3 aux commandes d'un média qui aborde les questions de santé mentale. Christelle Tissot est la fondatrice de Musae, créé en 2021, qui est un écosystème complet de ressources en ligne, newsletters et podcasts, et dont le slogan est « Dédramatiser la santé mentale ». Camille Test anime le podcast Encore heureux sur Binge Audio, que je recommande fortement, et elle a aussi écrit un livre génial intitulé « Politiser le bien-être ». Enfin, Jessica Galante, psychothérapeute, a créé un compte Instagram, By Happiness Therapy, qui parle de santé mentale en s'adressant spécifiquement aux femmes noires. Évidemment, je vous mets toutes ces refs dans la description de l'épisode. Avec elle, j'avais envie de parler des enjeux, des écueils, des joies et des difficultés qu'on peut rencontrer quand on s'empare de ces sujets. La conversation était passionnante, le public attentif. Je vous laisse avec elle. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là. Oui, je pense qu'on peut applaudir parce qu'on est dimanche et qu'on mérite tous d'être applaudis. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être en votre compagnie aujourd'hui au 104 pour le festival Empower, face à un public woke, féministe, qui rassure en ces temps proto-fascistes. Je suis en compagnie de 3 femmes. Elles sont journalistes, autrices, productrices, activistes et ont en commun d'avoir créé des espaces médiatiques dédiés aux questions de santé mentale et d'envisager ces espaces comme des vecteurs de transformation politique. Alors, Christelle Tissot, tu es au milieu. Tu es la fondatrice et la voix du média Musae qui dédramatise la santé mentale sous forme de newsletters,
de posts TikTok ou Instagram et aussi de podcasts. Tu en as lancé plusieurs. Merci beaucoup d'être ici. Je sais que tu arrives de Bruxelles et que c'était une petite prod pour que tu sois avec nous. Donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je pense qu'on peut commencer par applaudir Christelle. Merci beaucoup. Jessica Galland, tu te définis comme activiste de la santé mentale. Je t'ai connue sur Instagram à travers ton compte génial By Happiness Therapy. Je suis vraiment contente de te rencontrer IRL. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai thérapie, qui est devenu un outil de démocratisation de la santé mentale à destination des femmes noires et afrodescendantes. Merci d'être là également. Merci à toi pour l'invitation. Et enfin, Camille Test, tu es l'autrice de l'excellent livre, je crois qu'on peut même dire best-seller, parce que je le vois vraiment beaucoup tourner, parce qu'il est vraiment excellent, Politiser le bien-être. Tu es animatrice du podcast Encore heureux, produit par Binge Audio. Tu es aussi ma prof de yoga préférée. Yes. Merci d'être avec nous, Camille. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Alors, avant toute chose, on va faire un petit tour de table. Comment allez-vous, toutes les trois, aujourd'hui, en ce dimanche? Genre, vraiment. Qui commence? Qui se lance? Jessica, est-ce que tu es inspirée par ma question? Je me sens plutôt bien. Depuis 2 jours, je suis en vacances avec mes filles. Mais c'est vrai que ces derniers jours, ça a été intense. J'ai eu des décès dans ma famille. Donc voilà, c'était pas la grande forme. Mais j'ai décidé vendredi soir de venir à Paris avec les filles et d'aller à Disney, de crier pendant les attractions, de me faire du bien en tout cas, de prendre le temps de m'arrêter et de faire des choses qui nous mettent en joie. Donc ça va. Bon, désolée que tu aies traversé quelque chose de si dur aussi récemment. Et merci d'avoir fait l'effort d'être avec nous. Je sais que les vacances, parfois, on n'a pas envie. Oui, mais là, j'avais envie. J'en avais besoin. Bon, c'est trop chouette. Christelle, comment tu vas, toi, aujourd'hui? Ça va mieux. Ça va mieux parce qu'en ce moment, on en parlait en off un petit peu tout à l'heure. Donc moi, ça fait 3 ans et quelques que j'ai créé Musae. Et on a l'habitude de dire que souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et en termes de santé mentale, c'est assez drainant de monter un média indépendant sur un sujet qui est très généreux, mais qui est également très, très éprouvant. Donc là, on est dans une phase de ralentissement, de petits pas de côté. Donc ça fait du bien. Tu ressens déjà les effets? Ouais, en fait, j'ai ressenti l'effet à partir du moment où j'ai pris la décision de ralentir, comme une espèce de chape de plomb qui s'enlevait. C'est vraiment le vif du sujet que j'ai envie qu'on aborde, donc on va, je pense, revenir là-dessus, et merci de partager cette vulnérabilité avec nous, Christelle. Et toi, Camille? Alors, un peu fatiguée et un peu flinguée par l'actu, honnêtement, mais on est au 104, qui est une salle à Paris, qui est, je crois, la seule salle à Paris, qui est, enfin, plus qu'une salle, en fait, qui a un ensemble de salles avec de grands espaces où plein de gens font des choses libres avec leur corps, dansent, font tout un tas de mouvements. J'ai vu des gens faire du roller avant de rentrer, des gens sur des échasses. Et en fait, ça me fait un bien fou de voir des corps libres dans une société où nos corps ne le sont pas tellement. Donc, à ce titre, ça va. C'est beau, c'est une très belle image. Mais effectivement, on a tout de suite été confrontés au sujet qui, pour moi, est vraiment le sujet central de notre discussion. C'est à quel point, alors déjà, être une femme journaliste ou entrepreneuse indépendante, ce sont des choses qui sont lourdes au quotidien, surtout quand il y a des entreprises derrière, etc. Mais aborder les questions de santé mentale, ça peut être parfois extrêmement éprouvant, on n'en a pas forcément conscience. Moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, il y a une psychologue qui est venue me voir dans une librairie qui m'a dit « Mais en fait, où est-ce que vous vous déchargez des choses que vous recueillez en termes de traumatisme dans les interviews que vous faites ?» Et par exemple, toi, Jessica, tu es sur Instagram, ton compte By Happiness Therapy, il distille vraiment très très précisément
des conseils abordant des situations de vie concrètes, où en plus tu réfléchis aussi en termes de discrimination raciale. Tu as aussi une conscience aiguë du fait que les conseils qui sont généralement déversés dans les médias ne sont pas spécifiquement destinés aux personnes qui subissent aussi le racisme systémique. Donc j'imagine que tu reçois en DM des choses parfois un peu dures. Est-ce que tu peux nous parler de ce quotidien-là et des stratégies que tu peux mettre en place pour t'en protéger ? Oui, effectivement, en DM, je reçois énormément de messages de femmes noires sur divers sujets, des microagressions. Dernièrement, c'était sur Aya Nakamura. Beaucoup de femmes ont été réactivées de ces du racisme, finalement tournées vers les femmes noires. Et donc, j'ai dû organiser un groupe de parole en ligne et c'était assez, c'était difficile en fait. C'était difficile de recueillir la parole de toutes ces femmes. Il y en avait certaines qui pleuraient. Et moi, après ce groupe de parole, j'ai dû me déconnecter des réseaux sociaux. Et comme j'ai un emploi salarié, je suis chef de projet dans les assurances, ça me permet aussi de faire une sorte de scission entre ce que je fais avec By Happiness Therapy et ce que je fais dans ma vie de tous les jours. Mais je dois dire que j'ai besoin en tout cas d'arrêter et de vaquer à mes occupations de maman, de pas toujours lire les messages que je reçois. Je peux pas tout le temps les lire et j'essaye d'appliquer en tout cas ce que je distille comme conseil, c'est-à-dire peut-être s'éloigner de certaines sources de stress. Moi, j'ai pas vraiment regardé l'actualité sur Aya Nakamura, par exemple. J'ai éteint ma télé. J'ai pas regardé les commentaires qu'on pouvait voir sur les réseaux qui ont été nauséabonds pour certains. J'essaye effectivement de faire un tri de l'information. J'essaye de me couper des réseaux sociaux, vraiment, de désinstaller l'appli, d'y revenir 15 jours plus tard, après avoir fait le vide, repris le sport. Voilà, j'essaye de prendre soin de ma santé mentale. J'ai cette conscience-là et je l'applique. C'est des vraies stratégies qu'il faut mettre en place, c'est une vraie organisation. Et tu insistes aussi beaucoup sur le fait, moi je sais que ces derniers temps, on m'a demandé parfois des listes de psy safe pour des personnes racisées qui n'ont pas forcément l'impression qu'ils vont être, et à juste titre, qui vont être entendus et compris dans le cabinet d'une personne blanche. Et je diffuse la liste que tu as faite toi, parce qu'elle est vraiment très complète et je crois qu'elle aide beaucoup de monde. Mais tu crois que les personnes viennent dans tes DM justement faute de trouver ailleurs des espaces où ces personnes vont être comprises? Ah mais totalement. La plupart des gens il y a beaucoup de gens qui m'écrivent parce ils savent pas qui contacter, ils n'ont pas envie d'aller voir un psy qui serait en mesure de les discriminer, de les juger, de ne pas comprendre les sujets relatifs à la culture. Et donc ils tombent sur Happiness Therapy et me disent justement, je suis à la recherche d'un psy qui comprenne mon expérience en tant que femme noire, d'un psy qui soit pas en train de pointer du doigt ma culture comme étant un problème. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disaient mais j'ai subi des violences au sein de mon cabinet du psy, en fait, de ma séance psy. Et je ne sais pas comment m'en sortir et où trouver un psy qui puisse comprendre ce que je vis. Parce que si on vit du racisme au quotidien, des microagressions, et qu'on ne peut pas le verbaliser, parce que, faut se le dire, quand on est une femme noire dans une société... Je ne suis pas en train de faire de la victimisation parce que ça se dit tellement ces derniers temps, dès qu'on parle de racisme, on se victimise. Non, j'énonce des faits. De dire qu'il y a des situations compliquées et qu'on a besoin d'un espace safe pour les exprimer. C'est pas se victimiser, mais c'est apporter une information, conscientiser ce besoin-là. Et moi, j'ai décidé d'apporter des solutions et mettre en place cette liste-là parce que j'en ai eu besoin et je sais que de plus en plus de femmes en ont besoin et me remercient d'être allées voir un psy qui les comprenne, enfin.
Tu penses qu'Instagram, les réseaux sociaux en général, c'est aussi des outils que Christelle et Camille vous utilisez pas mal et puis que moi-même j'utilise aussi. C'est un bon endroit pour diffuser les contenus sur la santé mentale. On entend un peu en fait les deux sons de cloche, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'effets bénéfiques. Moi-même, je pense que j'ai été beaucoup conscientisée sur ces questions-là en suivant des comptes depuis plusieurs années. Il y a des concepts que j'ai clairement vus apparaître sur Instagram. Mais après, il y a aussi parfois l'écueil des informations un peu bâclées, des raccourcis qui sont faits. Enfin voilà, je ne vous demande pas de trancher ni l'une ni l'autre, enfin, c'est impossible. Mais est-ce qu'Instagram, c'est le bon outil ? Oui et non. Je trouve qu'Instagram est très anxiogène et le fait d'avoir autant d'informations à disposition, ça peut être aussi très stressant. Moi, j'ai des gens qui me disent il y a trop d'informations depuis 2020, depuis la Covid. Il y a eu une émergence de comptes de psy, de coach, de thérapeutes, d'influenceurs. Tout le monde parle de santé mentale. Et ne parle pas forcément bien de santé mentale. Il y a aussi plein de posts où on distille des conseils et tu as l'impression de ne pas être à la hauteur parce que toi, dans ta vie, tu ne médites pas le matin, tu ne vas pas courir, tu ne vois pas de psy parce que tu n'as pas forcément les moyens de voir un psy tous les 15 jours. Et donc, moi, j'ai plein de gens qui sont très frustrés et qui... donc, ça ne leur fait pas du bien. Mais au moins... ils ont recueilli certaines informations qui leur permettent de se dire « Ok, moi, peut-être que j'ai un sujet, que j'ai une problématique et que je peux consulter. » Donc, ça peut être bénéfique parce que ça peut être aussi des déclencheurs d'aller voir un psy. Christelle, tu as été quand même vraiment pionnière sur cette démarche. Musae, tu as commencé à le lancer en 2020, vraiment l'année où justement beaucoup d'experts des médias identifient 2020 comme le moment du basculement où la santé mentale a commencé vraiment à être un sujet dans l'espace public. Toi, tu as été vraiment une des toutes premières à t'en emparer, même avant le Covid. Qu'est-ce qui manquait, selon toi, quand tu as créé Musae ? Tout. Non, tout dans la mesure où moi je me souviens quand j'ai commencé à réfléchir au sujet. Enfin, déjà moi c'est un sujet qui m'anime parce que finalement Musae c'est le média que j'aurais bien aimé trouver à une époque où je me retrouvais pas nécessairement dans les comptes Instagram notamment de développement personnel parce que c'était pas trop ma façon de voir ce sujet-là. Et pas non plus dans des médias un peu plus vieux, donc pas forcément avec les codes qui m'évoquaient ça. Et par contre, on en parlait beaucoup dans la culture anglo-saxonne, et je me suis dit quand même, c'est fou qu'en fait, en France, on n'ait pas de médias d'information avec un angle sociétal sur un sujet d'intérêt public. Donc quand je me suis lancée dans le sujet fin 2019 et que je disais à mon entourage, je vais créer un média sur la santé mentale, les gens me disaient... C'est un peu chiant ton truc, non ? Tu veux pas plutôt faire quelque chose autour du bien-être ? Je dis non, parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Le bien-être est peut-être un des moyens, effectivement, ou un des vecteurs pour parler de santé mentale. Mais pour moi, il manquait cet enjeu public, collectif, d'intérêt général. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé à réfléchir au sujet, à me renseigner, à me documenter, beaucoup me documenter. Et effectivement, est arrivée cette petite pandémie. Mais en fait, qui n'a pas créé la santé mentale. Ça a catalysé en fait beaucoup d'inégalités et ça a mis à jour effectivement toutes les vulnérabilités et aussi tous les défauts, notamment du système de santé, parce qu'on a commencé à parler beaucoup de santé. Et clairement, en fait, la santé mentale et la psychiatrie sont le parent pauvre d'un parent pauvre du service public. Donc, en fait, oui, les populations les plus vulnérables ont trouvé leur santé mentale vraiment mise à mal. Donc, par population vulnérable, les minorités de genre, les minorités racisées, les jeunes, les personnes isolées, les seniors et les personnes en précarité sociale et économique. Donc, voilà. Effectivement, le Covid a mis sur le devant de la scène, a en fait démocratisé le terme santé mentale en montrant qu'il y avait des inégalités partout par rapport à ça. Et par rapport à la question sur est-ce qu'Instagram est un bon ou un mauvais outil par rapport à ça, en fait, c'est un outil. Et en fait, ça dépend de ce qu'on en fait d'Instagram. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties aussi moins seules par rapport à la santé mentale, parce qu'on a pu y trouver des réseaux de solidarité, on a pu y ouvrir des espaces de discussion. Nous, typiquement, on a fait notre première interview avec Jessica, c'était donc en
2021, on était dans l'un des 42e confinements et c'était à distance et en fait on s'est rencontrés comme ça. Ça a aussi ouvert toute une panel effectivement de possibilités de rencontres, d'espaces de discussion et de solidarité. Après, à l'inverse, effectivement, il y a une problématique par rapport à la façon dont sont construits les algorithmes et à la façon effectivement dont il y a assez peu de modération et c'est des espaces de haine parfois effectivement quand c'est mal utilisé. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas, c'est un outil. Ça dépend de ce qu'on en fait. Mais les algorithmes, c'est super intéressant ce que tu soulignes là, parce que, par exemple, si on va regarder un contenu sur le TDAH, par exemple, ou sur la bipolarité, parce qu'on pense ou non être concerné, ou parce qu'on veut... En fait, l'algorithme va renforcer, te proposer en permanence plus de contenu sur le trouble ou la maladie que tu allais consulter. Donc, je me suis dit, mais il peut y avoir des biais terribles, en fait. On peut se retrouver avec des informations qui ne sont pas du tout triées, pas du tout hiérarchisées, alors qu'on est peut-être en situation de détresse. C'est à ça que tu fais allusion, notamment ? Ouais, complètement. C'est effectivement à l'autodiagnostic. Et puis, vu qu'on est dans un système capitaliste, ça n'aura échappé à personne. La santé mentale devient à la mode et donc du coup aussi beaucoup de gens se font du beurre là-dessus. Et donc oui, parfois on te propose des tests diagnostiques avec 400 € qui sont pas des vrais tests. Voilà. Et après il y a aussi le fait que voilà, parfois il y a aussi une glamourisation également du sujet. Et en même temps, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, en fait, on fait comme on peut pour s'emparer d'un sujet qui a été invisibilisé pendant très longtemps. Donc là, je pense qu'on est au tout début d'un mouvement culturel sur un sujet qui a été tabou pendant très longtemps. Et voilà, les gens font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont pour se documenter et pour prendre le sujet comme ils peuvent. Mais toi, avec Musae, ce que tu as fait, c'est que c'est aussi un site web. Je ne sais pas si on dit encore site web en 2024. En tout cas, moi, je le dis, car je suis née dans les années 80. Et donc, il y a aussi des contenus, des articles longs, avec énormément de ressources en ligne. Moi, en fait, je consultais Musae ces dernières années en imaginant qu'il y avait une équipe entière derrière. Enfin, tu as des personnes qui travaillent avec toi, mais peu. C'est quand même beaucoup sur tes épaules. Tu as construit quelque chose de très ambitieux et de très structuré et avec des contenus beaucoup plus développés que sur Instagram. C'était aussi cette volonté-là que tu avais d'être plus précise en fait, et plus exhaustive dans l'approche. En fait, la mission à laquelle on essaie de répondre, c'est dédramatiser et démocratiser la santé mentale. Donc dédramatiser, effectivement, c'est parler de manière accessible d'un sujet qui a été tabou avec un angle sociétal et aussi une charte graphique sympa en fait, qui donne envie en fait, d'aller lire ou d'aller consulter les contenus. Et sur l'aspect démocratiser aussi, si la santé mentale a été un sujet tabou, c'est parce qu'en fait, et tu le disais aussi un petit peu Jessica, c'est que en fait, les professionnels de santé se positionnaient en tant qu'experts dans une position très verticale avec un savoir qui leur appartenait. Et en vrai, on a zéro éducation sur la santé mentale parce que ça appartient au cabinet de psy. Et c'est aussi du coup un enjeu de pouvoir et de domination parce que en fait, tu te prends le diagnostic, tu te prends en fait la parole du sachant et quand tu n'as pas voix au chapitre et pas les bonnes clés de lecture, on peut te dire des énormités et c'est aussi un espace de violence finalement. Et en fait, t'as pas les arguments, t'as pas les clés. Et dans cette notion de démocratiser, oui, l'idée c'était en fait de démocratiser le parcours de soins et d'aller en fait amener des mots simples sur l'innovation en santé mentale. Là, on a sorti récemment le Safe Space Musae, qui est en fait de proposer des contenus scientifiques dans un langage accessible sur la dépression et les TCA, qui sont de premier cycle thématiques. Et donc oui, ça donne des contenus longs mais accessibles. Et en gros, c'est pour remplir ce moment où on a envie de prendre soin de sa santé mentale, on a envie d'aller consulter, mais on n'a pas les moyens parce que ça coûte quand même cher. Et aussi, il y a des listes d'attente et aussi il y a des déserts médicaux aussi, il n'y a pas de psy. Et donc voilà, c'est à ma petite mesure, essayer de remplir effectivement ce laps de temps, quoi. À ta grande mesure, parce que franchement, en 3-4 ans, tu as mis en ligne, il y a des contenus d'archives. Moi, je me suis énormément informée et j'ai beaucoup appris grâce à Musae. Je ne suis pas étonnée que tu sois un peu fatiguée avec tout ce que tu as mis en place. Camille, on vient d'aborder beaucoup tes thématiques, cette question de repolitiser le bien-être, de lutter contre ces charlatans qui utilisent l'intérêt public pour la santé mentale, pour cette question du bien-être à des fins commerciales. C'est vraiment ce qu'il y a au cœur de ton livre.
Aujourd'hui, tu as aussi un podcast. Et moi, en fait, la première question que je voulais te poser, c'était plus par rapport à... Je t'ai rencontré il y a quelques années. Toi, tu as eu un parcours où tu as été journaliste. Enfin, tu l'es toujours, mais d'une façon beaucoup plus, on va dire, premier degré, beaucoup plus littérale, très investie, Paris, Sciences Po, etc. Tu as pris un grand pas de recul. Tu es parti vivre dans le Vexin. Tu as commencé à donner des cours de yoga. Donc, tu as trouvé quelque part ton équilibre. Et là, tu t'es rajouté un gros truc sur ton assiette avec le podcast. Et je me demandais si tu arrivais à conserver cet équilibre et si tu arrivais aussi à continuer le rôle que tu as joué avec ton bouquin un peu de lanceuse d'alerte. Comment tu as réussi à réagencer tout ça depuis la dernière fois que je t'ai vu où tu étais en train d'écrire le livre? Oui, c'est une très très bonne question parce que effectivement, j'ai eu besoin de quitter le monde du journalisme qui était très très intense, avec beaucoup de pression, beaucoup de compétition. Puis quand on est une femme jeune dans le monde du travail, c'est encore plus dur. Et au bout d'un moment, ça a été trop pour moi et je voyais plus trop le sens de ça. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller m'installer à la campagne et de me faire une petite vie un peu plus locale où voilà, effectivement, je donne des cours de yoga, je fais aussi d'autres choses, mais je vais chercher mes légumes chez le maraîcher d'à côté, où tout est très localisé sur, on va dire, 2 km². Et effectivement, c'est dans cet endroit, je crois, que j'ai pu... je crois que j'avais des choses à reconstruire. Clairement, j'étais à un âge aussi, à la fin de la vingtaine, où j'avais des traumas à affronter, j'avais à grandir aussi, je pense. Enfin, voilà, un moment comme ça que j'ai pu avoir où j'ai pu déposer plein de choses. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience, effectivement, notamment grâce à tout un tas de contenus sur les réseaux, qu'il y avait des très très bonnes choses autour de la santé mentale, du bien-être et même du développement personnel, mais surtout que globalement c'était aussi un milieu très très toxique qui nous faisait beaucoup porter la charge de notre santé mentale, de notre développement, comme si c'était quelque chose d'individuel, alors qu'en réalité, vous le disiez très bien, c'est surtout une question de société. Si vous êtes à la mauvaise place dans une société, donc si vous êtes précarisé, racisé, si vous êtes une femme, si vous êtes tout en même temps, évidemment qu'en fait vous allez globalement aller moins bien. Et donc c'est en voyant à quel point tout ça était peu adressé, à quel point on n'en parlait pas, que ce livre est né. Ce livre a amené à un podcast qui s'appelle Encore Heureux, qui est un peu la continuité de ça. Mais que je fais, enfin en gros je viens à Paris, là c'est mercredi prochain par exemple, je repars chez moi à la campagne, et vraiment je pense que mon équilibre il vient de ça, et à chaque fois que je reviens je me dis mais jamais je vivrai ici en fait, parce que c'est trop intense pour moi, mais parce que je sais pas, c'est juste peut-être je suis vraiment pas faite pour vivre en ville, j'en sais rien, mais aussi parce que pour moi il y a vraiment un truc autour du lien social. Je trouve que la vie dans les grandes villes en fait je valorise énormément de connaître mes voisins, de dire bonjour à la personne qui a le café dans mon village. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de comme si c'était la vraie vie, la vie normale en fait, de vivre ça. Et parfois, quand je reviens à Paris, il y a trop de monde, je sais pas, en fait, je me dis que je suis à une place où j'ai la chance de pouvoir fabriquer et partager une vie qui me semble être peut-être l'une des vies qu'on pourrait viser dans la construction d'un monde peut-être un petit peu meilleur pour nous, pour nos systèmes nerveux, parce qu'en fait ça fait du bien d'être avec des voisins qu'on connaît, des gens qu'on connaît, ça fait du bien d'être dans des espaces où en fait, je vois souvent à Paris comme on se parle mal, on se croise dans les couloirs du métro ou sur les trottoirs, et en fait on regarde les gens trop mal et on se pousse pas parce qu'en fait on se fait un peu la guerre à l'espace, parce qu'en fait on est dans l'une des villes les plus concentrées du monde. Tout ça nous rend complètement cons, et forcément on va mal aussi de ce fait. Et voilà, du coup, j'essaye de composer avec venir de temps en temps ici, parce que c'est vrai que c'est aussi à Paris qu'on a des plateformes pour parler de ça, comme ce soir par exemple, et à la fois ne pas perdre de vue que moi, ce qui m'intéresse, c'est construire une autre société. Et en tout cas, pour moi, ça passe par vivre loin des villes. Et donc, je précise que Encore Heureux, c'est enregistré en public, c'est sur scène, c'est à la Gaîté Lyrique, hein, c'est ça? Ouais. Et il y en a 2 par mois? En fait, il y en a un par mois, mais on enregistre 2 épisodes. Ok, ça va, t'as bien géré. Non, parce que les allers-retours, ça peut être aussi épuisant. Oui, c'est épuisant, et il y a des gens qui font ça tous les jours de leur vie, qui commutent entre le centre de Paris et la banlieue ou un peu plus loin, et c'est sûr que c'est épuisant, et pour moi c'est des vies qui sont très dures, et je trouve que être dans une société où on trouve ça normal qu'il y ait des gens qui commutent tous les jours, qui fassent 1 heure aller, 1 heure retour pour aller au travail, en fait pour moi ça participe d'un problème de santé publique, parce qu'en fait c'est pas possible, je crois, d'aller bien en faisant ces transports-là tous les jours, et pourtant en fait on est très content que des gens le fassent, parce que puis
on sait très bien qu'en général, c'est des gens qui viennent pour faire des métiers difficiles sur place. Donc évidemment que ça participe d'une société de gens qui vont mal, quoi. Et je reconnais bien aussi ta démarche dans cet enregistrement en public du podcast de ton goût pour l'IRL. Et je me suis aussi demandé, tu organises en fait beaucoup de retraites de yoga, des retraites de yoga inclusives, féministes, dont certaines sont en non-mixité par choix la plupart, volontaire, en réalité. avec toujours un investissement pour une association. Enfin voilà, il y a toujours un message politique aussi qui accompagne tes retraites de yoga. Moi, j'en ai fait une micro-retraite un peu stylisée pour moi et ma copine Fleur. Mais je me suis dit, voilà, aussi parfois en tant que prof de yoga, tu peux être dans une situation comme une psychologue, comme une accompagnante de santé mentale, à avoir un trauma à exprimer, de gros blocages aussi par rapport au corps. Est-ce que tu as une préparation, une stratégie aussi pour accompagner les personnes et te protéger de ce qui pourrait émerger pendant ces retraites ? C'est une très bonne question parce que c'est effectivement un espace privilégié quand on est prof de yoga ou accompagnante en général ou en tout cas dès qu'on s'adresse au corps des gens ou dès qu'on vient leur proposer du bien-être, souvent les personnes en face vont aussi se sentir plus libres de venir déposer des choses et donc parfois effectivement je me suis retrouvée dans la situation de devoir, en tout cas on me demandait de jouer presque le rôle d'une psy. Or moi je ne suis pas formée en tant que psy et donc pour moi c'était important de reposer ça. Parce que je pense que l'un des travers de ces milieux, et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de dérives sectaires et compagnie, c'est qu'en fait, c'est très facile de se mettre dans la position de sachant, de sachante, et surtout quand des gens sont en position de vulnérabilité, de leur faire croire n'importe quoi, de leur donner des solutions. J'avais été très marquée de réaliser qu'après j'ai eu un diplôme de prof de yoga, j'ai commencé à donner des cours juste après, et au bout de 2 semaines de cours, on me demandait déjà des conseils sur tout et n'importe quoi, y compris les relations de couple ou ce genre de choses. Et donc c'est dire à quel point je pense qu'il y a un besoin de conseils que vous énonciez tout à l'heure, mais aussi une espèce de culture de la verticalité dans le soin qui nous vient, je pense, notamment de la médecine moderne, où en fait, on a l'habitude de remettre un petit peu entre les mains de sachants justement nos questions de santé mentale, nos choix de vie, etc. Et en fait, le truc, c'est que je ne suis pas sûre que, y compris en fait, les médecins, les psys, soient à la bonne place pour donner de façon très verticale comme ça des conseils et pousser les gens à faire des choix de vie. Donc tout ce qui est de l'ordre de réintroduire de l'horizontalité ou de dire moi en fait je ne suis pas qualifiée pour te répondre, je pense que c'est une bonne chose. Et tout à l'heure tu posais la question de comment est-ce qu'on se protège aussi en fait quand on est à la place de parler de santé mentale, parfois c'est dur et c'est lourd. Je trouve que ça passe aussi par ça, par poser des limites très claires et dire en fait je ne suis pas qualifiée. Moi, je suis là pour te transmettre ce que je sais faire, c'est-à-dire du yoga. Et en fait, c'est déjà énorme, je crois. Et pour le reste, évidemment que c'est toujours chouette d'être entouré, d'avoir des contacts de psy, d'avoir des contacts de tout un tas d'accompagnants, accompagnantes, plutôt que de commencer à prendre le pouvoir sur des gens, parce que c'est très facile à faire. Et c'est juste pas OK si on s'inscrit dans une logique, une envie d'émancipation pour tout le monde, en fait. Je recommande vraiment à tout le monde de lire ton bouquin dans lequel tu as vraiment hyper bien exposé toutes ces questions. Et en fait, j'ai un petit peu digué sur les médias et la santé mentale. Le problème, un des énormes problèmes qu'il y a dans les médias, disons généralistes, qu'on est toutes en fait venues compléter avec nos petits apports, c'est que finalement la santé mentale recouvre des réalités très différentes que nous-mêmes dans notre conversation on vient d'aborder. C'est-à-dire que ça peut être des questions vraiment de bien-être général de la société, la question de la fatigue dans les transports en commun par exemple, ça peut être les souffrances psychiques que beaucoup de personnes traversent dans une vie, comme la dépression, le deuil, le burn-out. Ça peut aussi être la psychiatrie, les troubles psychiatriques, les maladies. Et ce sont des sujets qui sont en fait mêlés dans les médias dans une espèce de grande tambouille où ils sont très très mal séparés les uns des autres. Alors c'est pas très étonnant parce qu'on sait toutes ici que les médias sont faits en grande partie par des hommes blancs, hétéros, cis et neurotypiques qui ont donc un point de vue malheureusement souvent biaisé de sexisme, de racisme, de validisme et de psychophobie sur leur sujet. Et je suis tombée sur une étude, il y a j'ai copié-collé que son prénom, elle s'appelle Blandine, je n'ai plus son nom de famille, une
chercheuse en sociologie des médias, je remettrai son nom bien dans la description de l'épisode, qui a fait une étude qui s'intitule « Vivre les représentations médiatiques de son trouble mental » et qui a interrogé des personnes atteintes de troubles mentaux comme la bipolarité, la schizophrénie ou autres sur la perception dont ils avaient de la façon dont les médias traitaient leurs troubles. Et c'est une catastrophe. Ils se sentent excessivement stigmatisés, rejetés, caricaturés. Les troubles sont toujours associés à une certaine dangerosité. On n'en parle que dans le cadre de faits divers abominables. Bref, c'est pas étonnant qu'on soit plusieurs à essayer de compléter cette approche avec d'autres approches. Introduction très longue, je voulais placer le nom de la chercheuse, mais je ne l'ai pas fait, donc vraiment c'est un énorme fail. Mais je reste avec toi, Camille. Tu as fait le choix, dans Encore heureux, ou en tout cas le choix a été fait par toi et ta production, d'avoir à tes côtés un psychiatre qui intervient dans les émissions. Tu donnes beaucoup la parole à des experts. Je trouve que c'est un choix intéressant. Pourquoi il a été fait ? Alors en fait, oui, effectivement, on a un psychiatre qui s'appelle Daniel Batoula, qui travaille au CHU de Strasbourg. Et en fait, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui accordent énormément de crédit aux médecins, aux psychiatres, et pour qui ça peut être rassurant d'avoir quelqu'un qui s'assure qu'on ne dit pas n'importe quoi, justement dans ce brouhaha où tout le monde prend un petit peu la parole sur la santé mentale. Et quand je dis on ne dit pas n'importe quoi, ça ne veut pas dire que quand on est psychiatre, on sait absolument tout. Ça veut juste dire qu'en l'occurrence, c'est quelqu'un qui connaît par exemple sa discipline, qui sait ce qui est légal ou pas, qui sait qui peut prescrire des antidépresseurs ou pas, et puis qui peut faire des points de définition. Voilà, ce genre de choses. Replacer un cadre, en fait, c'est un peu, pour moi, c'est un peu notre expert de ce qui aujourd'hui est proposé comme accompagnement en santé mentale et qui est légal dans la société, c'est-à-dire la psychiatrie. Je pense aussi que ce que j'apprécie et que je valorise beaucoup chez Daniel, c'est qu'il est aussi très critique de sa discipline. Et donc, il est aussi capable de replacer la psychiatrie dans ce que ça a pu être, c'est-à-dire une discipline qui a pathologisé, je sais pas, l'homosexualité par exemple. Et donc, je trouve que c'est à la fois pas si fréquent de voir des médecins qui prennent la parole aussi pour avoir publiquement un regard critique sur ce qu'ils font. Et en ce sens, ça me semblait être un peu les deux faces d'une médaille que je valorisais dans cet épisode, qui moi me permettent du coup parfois je me repose un peu sur lui parce que moi j'ai pas de, je suis journaliste et prof de yoga et animatrice, donc encore une fois je n'ai pas de formation en psychologie, en psychiatrie, en santé mentale, et donc je trouvais que par honnêteté intellectuelle, créer ce duo, c'était aussi une façon d'apporter du contenu de qualité, en tout cas autant que possible. Je me permets, mais il y a des moments où je trouve qu'il y a un petit côté un tout petit peu mansplaining quand même. Il y a quelque chose que tu viens de dire extrêmement clairement. Enfin, je suis fan du podcast, je l'écoute tout le temps et j'ai envie de l'écouter tout le temps parce que tous les sujets abordés sont géniaux. Mais tu dis un truc, tu as une chercheuse en sociologie passionnante qui dit un truc et il vient un peu le redire, quoi. Enfin bon, je dis ça parce que je ne peux pas m'empêcher de le penser, j'imagine. Je ferai remonter. T'en parlais tout à l'heure, Jessica, que souvent les personnes qui viennent à toi sur ton compte ont eu des expériences assez traumatisantes dans les cabinets des psychologues ou des psychiatres. Quelle approche, toi, tu as, notamment de la psychiatrie? Comment tu l'inclus dans ta réflexion, dans ta façon de travailler, que ce soit dans ton podcast ou dans les ateliers ou dans les rencontres que tu organises avec les personnes qui t'écoutent? De la psychiatrie, pour l'instant, c'est un sujet que j'aborde pas trop sur mes réseaux parce que je suis à la recherche justement d'un psychiatre afrodescendant qui soit vraiment, qui traite vraiment de sujets relatifs à la culture, au racisme, aux discriminations, au trauma lié à l'esclavage. Et je ne l'ai pas trouvé. Ça ne court pas les rues, j'imagine. Ça ne court pas les rues. Et même si j'ai lu Frantz Fanon quand j'étais plus jeune, c'est pas forcément facile de vulgariser tout ça, et d'intégrer réellement ce sujet de psychiatrie dans mes contenus. Donc je n'en parle pas trop spécialement. Mais je vais en parler très très bientôt, et je vais me faire épauler aussi par le psy que j'aurais trouvé, le psychiatre que j'aurais trouvé. Donc si jamais il nous écoute. Le ou la d'ailleurs. Le ou la, bien sûr.
Et toi, j'avais envie de creuser parce que j'ai vu dans ta bio que aujourd'hui tu travaillais aussi sur les neurosciences, que tu poursuivais ta formation sur cette question. C'est ça, je me trompe pas, c'est les neurosciences. Oui, je fais effectivement une formation sur les neurosciences parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse depuis très très longtemps. À côté de ça, je me suis inscrite en fac pour faire de la psychologie. À Paris 8, donc c'était ma fac d'origine. Mais c'est vrai, du coup, tu commences la Paris 8 genre là maintenant ? Ouais. Donc à la rentrée ? À la rentrée. En présentiel ? Non, en alternance. Toi, tu seras en présentiel ? Ouais, moi j'ai pris présentiel parce que j'aime trop aller à Saint-Denis. J'aime trop prendre la ligne 13, c'est vraiment ma passion. Non, mais j'ai fait mon master genre là-bas et j'étais tellement heureuse dans cette bibliothèque universitaire que tous les prétextes sont bons pour y retourner. Moi, c'était ma fac aussi quand j'ai fait une fac d'histoire et géo. Donc, meilleur endroit du monde. C'est sympa. Hein. Là, j'ai vraiment envie de me professionnaliser. J'ai toujours voulu être psychologue et je pense que si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est pas pour rien. Mais voilà, j'ai eu des blocages. On m'a dit que c'était une voie bouchée il y a plusieurs années, dans les années 2000. Et donc, j'ai pas poursuivi dans cette voie-là. Mais aujourd'hui, effectivement, je me forme aux neurosciences, bientôt à la psychologie. Et j'espère pouvoir distiller encore plus d'informations, faire des groupes de thérapie. Enfin, voilà, j'ai beaucoup de projets aujourd'hui sur Happiness Therapy. Mais c'est intéressant de voir en fait le point commun entre ces démarches qu'on peut avoir. Tu vois, on est journaliste, Camille, on a une formation de journaliste, donc par définition, on devrait pouvoir se saisir de n'importe quel sujet. Mais sur la santé mentale en particulier, je vais venir vers toi, Christelle, parce que le sujet, tu le manipules depuis longtemps. J'ai comme l'impression que la légitimité, le savoir est vraiment un enjeu encore plus important que sur n'importe quel autre sujet, qu'on ressent le besoin d'aller se former. Moi, j'ai ressenti le besoin de lire 15 000 bouquins avant de lancer Folie Douce. Toi, tu t'es dit, OK, il me faut un psychiatre à côté de moi, alors qu'au fond, il ne dit pas des choses que tu dis pas. Toi, tu retournes également à la fac. Jessica, Christelle, tu sais mieux que quiconque à quel point tous ces savoirs médicaux, en fait, sont à la fois nécessaires, mais aussi très questionnés quand on rentre aussi dans une réflexion plus politique sur la santé mentale. Comment tu gères, comment tu doses la présence de la psychiatrie dans Musae ou non, ou de la psychologie comment tu répartis entre l'expertise et le savoir populaire, disons ? C'est vrai que c'est un sujet en fait sur lequel on sent le besoin d'être entouré d'experts parce que comme le disait Camille, c'est un sujet où en gros on a quand même la vulnérabilité aussi des gens en face et c'est un sujet de santé publique donc on peut pas faire n'importe quoi et heureusement. Après, par rapport à la psychiatrie, moi je sens qu'il y a quand même une nouvelle école de psychiatres, une nouvelle génération qui est dans une relation beaucoup moins verticale justement au rapport aux patientes et aux patients, qui s'inspire beaucoup de l'empowerment, également de la pair-aidance. Donc la pair-aidance, en fait, c'est quand il y a des personnes concernées qui ont subi des traumas et qui ont vécu avec une addiction ou qui ont un trouble psychiatrique, ils sont intégrés en fait dans le parcours de soins et ce sont des personnes qui viennent en fait compléter la parole de l'expert par leur vécu, etc. Donc, on sent que voilà, là, on commence à avoir une tendance à être un petit peu plus dans l'horizontalité et heureusement. Et après, alors moi déjà, en tout cas, j'aime bien parler avec ces gens-là, en vrai. Après, effectivement, les psychiatres qui sont un peu à l'ancienne, c'est pas trop mon truc. Donc, du coup, je les interviewe pas ou je les inclus pas trop, effectivement, dans ma réflexion parce que aussi la psychiatrie a aussi fait beaucoup de mal et j'entends aussi beaucoup le mouvement anti-psychiatrie et je comprends que parfois ça peut rebuter parce qu'effectivement tu parlais de Frantz Fanon tout à l'heure parce que la psychiatrie a été aussi une forme d'aliénation sociale à une époque et a bien servi aussi le discours colonisateur, le discours des dominants. Il y a d'ailleurs une super expo au Palais Tokyo là, qui s'appelle Toucher l'insensé, qui parle justement de la psychothérapie institutionnelle, donc qui vient plutôt de mouvements politiques de gauche, où justement on redonne au patient, à la patiente, toute sa place. Et en fait, on ne fait pas que de la psychiatrie, on fait aussi de l'art, de la culture, du jardinage. Et effectivement, tout le monde est mis un peu à la même échelle. Et c'est un mouvement qui nous vient de Tosquelles, donc des années 50. Et voilà, en tout cas, cette expo est très bien par rapport à ça. Et donc, ouais, moi, j'essaye en fait de trouver la juste mesure entre voilà, ces psychiatres qui sont dans cette mouvance-là, plus d'inclusion. Et puis après, aussi, nous, on retraduit aussi beaucoup de leur langage.
Parce qu'en fait, il y a des fois où c'est pas audible, et puis des fois, en fait, c'est trop technique, et puis ça va être, du coup, c'est pas accessible. Donc, nous, on a un gros boulot aussi de retraduire une interview avec aussi des codes graphiques assez forts, et puis souvent aussi, moi, je reformule et je fais aussi avec un langage commun et en prenant des exemples de tous les jours. Parce que la santé mentale, c'est aussi tabou parce que c'est au sein d'une enclave médicale. Alors qu'en vrai, c'est partout. En fait, c'est un sujet de santé. Enfin, la santé mentale, c'est dans ton rapport à toi, dans tes rapports affectifs, dans tes rapports à ta famille, à l'éducation, au travail, à l'engagement, au sport. Enfin, c'est partout. Donc, en fait, c'est bien aussi de donner une pluralité de voix, que ce ne soit pas non plus que des experts, mais aussi des artistes, et c'est ce que tu fais notamment dans Folie Douce, mais également des politiques, des entrepreneurs, entrepreneuses. Voilà. En fait, moi, je pense que c'est bien qu'il y ait une pluralité de voix aussi qui s'expriment pour que le sujet soit compris, en fait. Tu contribues vraiment, tu as vraiment contribué, je trouve, à briser ces murs qui peuvent exister. Et ce réflexe, moi, j'ai été surprise de recevoir beaucoup de messages de personnes qui estimaient que je n'étais pas habilitée parce que je n'étais pas médecin. Et ça, je trouve que ça montre vraiment à quel point ça a été, comme tu dis, une espèce d'enclave, une espèce de mainmise sur le sujet, comme si c'était un sujet uniquement médical, alors que c'est un sujet évidemment sociétal. Mais il y a cette question quand même aussi que vous avez toutes les trois soulevée, c'est que il y a un petit peu la vie des personnes qu'on a en face. À parler de santé mentale, fondamentalement, c'est lutter contre le suicide, lutter contre l'immense détresse psychique qui peut engendrer le pire. Donc c'est aussi une responsabilité énorme qui oblige à prendre certaines précautions. Comment, je sais que c'est une question hyper grave que je suis en train de vous poser, et en même temps, je pense que, vu qu'on parle de nos médias, je pense qu'il faut la poser. Moi, par exemple, j'ai renvoyé vers le 3114 parce que j'ai vu que quand mon psy n'était pas joignable, son message d'absence disait ça. Je dis que c'était la bonne chose à faire. Comment vous, alors le 3114, je précise, c'est le numéro d'urgence suicide. Comment chacune, vous envisagez ça, le fait que potentiellement quelqu'un qui est en grande détresse psychique peut vous écouter ou vous lire? Après, moi, je suis contente qu'ils me disent qu'on commence effectivement déjà à ouvrir une discussion, que la personne n'est pas seule en fait dans son isolement, parce que c'est le facteur le plus aggravant pour tout type de troubles psychiques et de problématiques de santé mentale, c'est le fait de se sentir seul. Donc il y a déjà une démarche. Et après, moi, je me positionne comme média de solution. Donc à chaque fois, systématiquement, il y a des ressources, dont le 3114, dont Happiness Therapy, dont également Nightline, qui est une ligne d'écoute pour étudiants de 22h à 5h du matin, quand en gros, généralement, les moments de stress, d'anxiété sont les plus forts, et il y a très peu de personnes au bout du fil qui peuvent être disponibles. La Maison Perchée également, qui est un lieu en fait ressource pour les personnes qui sortent soit de l'hôpital psychiatrique ou d'un parcours de soins et qui n'arrivent pas encore à rentrer chez eux. Et c'est un lieu de rencontre en fait. Donc voilà, à chaque fois, on met des ressources en fonction du sujet abordé. Par contre, comme vous le disiez, moi je ne suis pas du tout thérapeute, ni psychiatre, ni psychologue. Donc dès qu'on vient me poser une question en DM sur Insta, je renvoie systématiquement vers une liste de ressources ou vers une personne, parce que je commence à en connaître, que je considère ressources par rapport à telle problématique. Merci de partager toutes ces ressources avec nous. On essaiera de toutes les lister, même si elles sont évidemment aussi sur Musae. Jessica, sur cette question. Alors moi, j'ai une référente, une psy-référente sur la plateforme Happiness Therapy. Et dès que j'ai des questions comme ça, des sujets comme ça, je renvoie la personne vers cette psy, où je donne les coordonnées de la personne à la psy qui la contacte directement. Il y a aussi un numéro d'appel, c'est une permanence de psy noire en fait, et je donne aussi ce numéro-là puisque je pense que les personnes qui font appel à moi ont envie de consulter principalement des psys afrodescendants, donc je pense que c'est pertinent aussi. Mais sinon le 3114 très couramment, Nightline très couramment aussi. Et puis, j'ai aussi dans le projet d'ouvrir une ligne d'écoute avec un collectif de psychologues. Donc là, on a vraiment beaucoup de projets en cours. On doit faire un gala je dois créer une fondation pour récolter des fonds de manière à financer tout ça. Et la ligne d'écoute,
et des fonds pour financer le fait de consulter des séances de thérapie. Il y a un chantier, mais en tout cas, voilà, il avance très lentement, mais petit à petit. C'est des projets qui ont l'air géniaux. Fais attention au burn-out quand même, Jessica. Mais tu as l'air d'avoir mis en place des super stratégies que tu nous décrivais au début, donc tu as l'air bien en place. Camille, sur cette question de l'urgence? Eh ben, étonnamment, nous, on ne reçoit pas tellement de demandes. C'est-à-dire que je pensais, quand on a créé le podcast, qu'on recevrait par exemple sur Instagram des mails qui demandent des conseils ou peut-être parfois des témoignages qui ne seraient pas dans le cadre des témoignages qu'on demande parfois, des demandes d'aide. Ça n'arrive pas trop. Daniel, donc le psychiatre du podcast, lui reçoit des mails de temps en temps et réoriente vers des confrères, des consoeurs. Et puis après, alors si on fait des épisodes, par exemple, on a fait un épisode sur la dépression qui, on peut supposer, peut être écoutée par des gens concernés qui peuvent avoir des pensées suicidaires. Évidemment, on renvoie vers le 3114 et vers d'autres ressources qu'on met sur le site de Binge Audio. Il arrive aussi qu'on fasse des épisodes, on va dire, un peu plus généralistes où on s'intéresse un peu plus à des questions de société, du genre est-ce qu'on peut travailler et être vraiment heureux? Et dans ces cas-là, comme c'est une question de société un peu plus générale, on se dit que c'est moins un enjeu d'urgence. Et donc, j'avoue que comme c'est 1 heure, on ne prend pas forcément la peine de renvoyer vers des ressources vraiment de santé mentale. Peut-être qu'il faudrait le faire. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas jugé forcément ça hyper nécessaire. Mais si vous me dites que c'est hyper nécessaire, je serais très heureuse de revenir sur cette stratégie. Après, c'est vrai que l'approche d'Encore Heureux, elle est quand même très sociétale. Genre le dernier sujet que tu as fait sur la fatigue, c'est extrêmement transversal. Là, d'ailleurs, ça montre très bien ce que disait Christelle. C'est-à-dire que la fatigue, ça peut être la fatigue extrême de vivre, mais ça peut être aussi la fatigue de la mère au foyer qui n'en peut plus, qui a un burn-out parental, ou de l'ouvrier qui fait des allers-retours tous les matins. Enfin, tu démontres à quel point cette thématique, elle appartient en fait à tout le monde. Mais complètement, et ça rejoint un peu ce que tu disais. En fait, on est tous et toutes concernés par la santé mentale, et je pense que on est aussi, comme la société est structurée aujourd'hui de telle sorte à globalement nous épuiser, le capitalisme nous épuise, le racisme épuise les personnes qui le subissent, le sexisme épuise les personnes sexisées. C'est aussi à nous, citoyens, citoyennes, de nous engager à travailler, à changer cette société justement pour aller mieux dans cette société. Donc pour moi, c'était important aussi, comme la santé mentale, c'est quand même un sujet qui individualise souvent les douleurs, où on a l'impression que, encore une fois, on va mal parce que c'est nous, individuellement dans notre vie, alors qu'en fait c'est très très souvent ce que la société nous fait, même si en fait c'est toujours un peu les deux bien sûr, mais je trouvais ça important, je trouvais qu'il y avait une place pour justement repolitiser ces questions, replacer dans un contexte social. Je trouve que c'est très déculpabilisant aussi. Moi, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble, Lorraine, mais en fait, moi, le féminisme, la découverte du féminisme, ça m'a sauvé la vie, en fait, parce que tout ce que je pensais des problèmes perso de moi qui n'étaient pas assez bien et de, en fait, pourquoi j'arrive jamais à relationner avec des garçons, mais en fait, ça m'a fait du bien d'avoir des sociologues qui m'ont expliqué un peu la vie, et pour le coup, ça a été une ressource de santé mentale énorme, quoi. Donc, et oui, c'est une question, évidemment, repolitiser et replacer dans un contexte social, c'est, je pense, l'un des meilleurs outils qu'on peut avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une thématique que je voulais aborder avec vous, mais je suis partie ailleurs dans mon conducteur et ça aurait dû être dit au début. Mais je pense qu'on a beaucoup parlé effectivement du Covid comme un vecteur de prise de conscience de l'existence de santé mentale et d'une précarisation extrême de certains individus sur cette question-là. Mais je pense que MeToo a énormément joué. Je pense que la révolution féministe qu'on a vécue ces dernières années a aussi énormément aidé à faire circuler des mots comme le soin, comme la vulnérabilité, comme le trauma, comme aussi l'intersectionnalité, c'est-à-dire de réfléchir en termes de genre, mais aussi de race et de classe, et d'envisager la situation individuelle de chaque individu sous tous ces aspects discriminatoires. Je ne sais pas si vous partagez cette impression-là, mais voilà, je trouve que l'éclosion ou l'explosion même de la réflexion sur la santé mentale dans les médias, elle doit énormément à la révolution féministe, j'ai envie de dire en cours, mais on a sur ces dernières années. Je ne sais pas si vous partagez ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, Jessica ? Oui, je le partage et même, j'ai envie de revenir, même si je suis un peu hors sujet là, un peu plus loin, quand on regarde des féministes afro des États-Unis comme Bell Hooks, qui parlaient déjà de féminisme et de santé mentale déjà à cette époque-là, donc c'est intimement lié, ça c'est évident.
Et donc, je suis contente qu'aujourd'hui, il y ait une résurgence et qu'on en parle encore plus et qu'on fasse un lien bien étroit entre les deux, parce que c'est vrai qu'en tant que femme, on a vraiment des problématiques liées à notre genre, indéniables. Et j'écoutais dernièrement un psychiatre qui en parlait et j'étais très très étonnée et en même temps très surprise. Malheureusement, son nom ne me revient pas, mais voilà, je constate de réelles avancées et une vraie impulsion. Merci Jessica. Christelle ? Mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont liés, le féminisme et la santé mentale, parce que c'est des sujets qui sont en théorie reliés à l'intime. Et en fait, moi, je pense que ce que fait le capitalisme par rapport aux sujets liés à l'intime, c'est qu'il nous demande effectivement de consommer, de reproduire des systèmes de domination, mais par contre, de gérer toute la violence que ça infuse bien au coin chez soi. Et donc du coup, c'est notre intimité effectivement qui en paye la facture, mais sans jamais réinterroger les structures sociales qui engendrent effectivement les inégalités et la violence. Et c'est en ça, je pense que c'est lié, et par rapport au fait qu'effectivement Bell Hooks parle de santé mentale, de féminisme depuis très longtemps. Après, je pense qu'il y a aussi un truc en France où on fonctionne quand même très en silo. C'est-à-dire que la santé, c'est la santé, la politique, c'est la politique, enfin, l'histoire, c'est l'histoire. Moi, je sais que la première fois où vraiment la santé mentale m'est apparue comme un enjeu sociétal, c'est quand j'étais en Angleterre, en Erasmus, tout bête. Et en fait, mes premiers cours de santé mentale, c'était santé mentale et cultural studies. Et en fait, c'est là où j'ai compris, mais en fait... Oui, ce truc d'ordre social, de qui est fou, pas fou, etc. Finalement, en fait, oui, la santé mentale, les troubles psychiques et les enjeux collectifs sont complètement liés. Et c'est pas pour rien que finalement Michel Foucault, qui est quand même l'un des premiers philosophes à avoir pensé d'un point de vue sociologique aussi l'histoire de la folie, et il est français. Il n'a pas été étudié en France au tout début, il a surtout été étudié aux US et au UK. Donc il y a aussi cette manière de penser qui est très en silo et qui nous empêche, j'ai l'impression effectivement, d'un point de vue collectif, de penser d'un point de vue systémique en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que c'est fou de savoir que Foucault, on l'étudie beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Les French Studies ne sont pas du tout, c'est complètement ignorés en France. Pas d'encore heureux sans MeToo, Camille. C'est sûr que MeToo et plus généralement la pensée féministe est venue poser la question de la vulnérabilité, le fait qu'on était tous et toutes des êtres vulnérables, interdépendants, qu'on avait besoin les uns des autres, qu'on avait besoin de protection dans cette société. Donc la santé mentale, c'est aussi ça, c'est accepter qu'on est des êtres vulnérables. Donc oui, je pense qu'on doit beaucoup aux féministes, on doit beaucoup aux théories autour du care, on doit beaucoup, tu étais tout à l'heure Bell Hooks, c'est aussi même des Audre Lorde ou des gens qui ont parlé vraiment de prendre soin de soi, et notamment quand on est une personne minorisée, c'est un acte de résistance, c'est un acte de guerre politique, même si aujourd'hui ce genre de phrase est parfois utilisé un peu à tort et à travers et mis sur des t-shirts, mais voilà, c'est vrai qu'il y a, c'est venu légitimer le fait qu'en fait on était légitime à prendre soin de nous dans une société néolibérale qui adore qui aimerait qu'on soit des machines à produire, des machines à travailler, des machines à consommer, et pas des êtres qui vieillissons, qui avons mal, qui avons peur, qui pleurons. Évidemment, pour moi, l'exemple de tout ça, c'est comment la masculinité est construite dans un système patriarcal, c'est-à-dire contre la vulnérabilité, la virilité, en tout cas au sens absence de vulnérabilité ou volonté d'une absence de vulnérabilité, c'est ça. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'on lutte contre la masculinité ou le masculin, il s'agit de dire, en fait, on est un peu fatigué d'une société qui ne prend pas en compte nos vulnérabilités, alors que c'est fondamentalement ça qui fait de nous des êtres vivants, heureux, joyeux, vibrants. Et c'est là où je pense aussi que c'est important de parler positivement de santé mentale, et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que ça peut être aussi drôle de parler de vulnérabilité, ça peut être chouette, ça peut être cool, ça peut être... Je trouve qu'il n'y a rien de plus merveilleux que quand on est avec des amis et qu'on se parle de nos... Enfin, c'est bizarre à dire, hein, mais de nos peurs, de nos haines, de nos traumas, de nos moments ridicules. Et qu'en fait, ça devient quand même un moment cool parce qu'en fait, on est ensemble et ça fait de nous des humains, quoi, tout simplement. Merci pour ça, Camille. Je vais faire un dernier petit tour de table, vous poser à chacune d'entre vous une dernière question. Quelle est, avec le recul, la meilleure de toutes les thérapies ? Camille, tu es prête à te relancer ?
Alors, outre le fait de vivre à la campagne, ce que j'ai déjà dit, qui est très personnel, non, je pense que quand même s'organiser collectivement et avoir des gens avec qui on a des valeurs très fortes ensemble. Et je le vois par exemple sur la question de la Palestine en ce moment. En fait, ce monde, il est dur et il est très très violent et il est très injuste, mais avoir des gens avec soi qui partagent des valeurs et qui sont droits dans leurs bottes et où on sait que dans 20 ans, moi je me le dis tout le temps avec mes potes, on sera du bon côté de l'histoire et les luttes qu'on porte, elles nous portent et elles vont faire que notre vie, justement notre santé mentale, dans 30 ans, elle sera cool parce qu'on ne portera pas sur notre dos la culpabilité d'avoir rien fait. Et donc voilà, ça je pense que c'est, à mon sens, la meilleure des thérapies. Merci Camille. Christelle ou Jessica qui avait l'air très inspirée. Vas-y Jessica. Alors moi je dirais peut-être le collectif aussi, l'amitié. Personnellement, l'amitié c'est vraiment un de mes piliers d'équilibre. J'ai vraiment besoin de mon cercle social pour fonctionner. Et j'ai un cercle social relativement trié sur le volet qui m'apporte différentes choses. Et personnellement, en tout cas, je dirais que ça serait peut-être déjà ça, mon premier pilier. C'était bien ça la question. Hein. Ouais. La meilleure des thérapies. La meilleure des thérapies. Oui, voilà, c'est mon cercle, celui que j'ai choisi, un cercle social soutenant, un cercle social qui me déride quand j'en ai besoin, qui me fait rigoler, qui m'encourage quand j'en ai aussi besoin. Tout à l'heure, là, avant l'enregistrement, j'ai appelé une amie, je lui ai dit « Je suis stressée ». Elle m'a dit « Mais non, mais t'es toujours stressée, après ça se passe bien, tu sais bien et tout ». Et voilà, on a besoin de certaines personnes dans nos vies qui ne remplacent pas le psy, ça c'est clair, mais qui sont de bons remparts contre la déprime, la dépression parfois, le manque d'estime de soi. Moi, j'ai des amis qui sont des boosteuses d'estime de soi quand j'en ai plus, parce que bon, on sait que l'estime de soi c'est en dents de scie. Parfois, j'en ai plus et c'est elle qui me rappelle. Mais oui, rappelle-toi, tu es capable de ça, tu avais fait ça. Moi, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai. Je me dis, mais oui, je suis capable. Et voilà. Et elles me rendent capable. Donc ouais, je dirais ça. Le pouvoir de l'amitié. C'est ça. Belle réponse. Christelle. Alors moi j'ai deux réponses. Une complètement ok. Même trois si tu veux. Ok. Une à titre collectif et une à titre personnel. À titre collectif, mais je vais rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est clairement le lien social. Le lien social, moi je pense que le soin passe par le collectif et pas par l'individualisme. Mais je pense qu'on a besoin effectivement de s'organiser pour créer pour être du bon côté de l'histoire, je suis tout à fait d'accord. Et pour être du bon côté, effectivement, des gens aussi, apprendre à les écouter. Parce que là, on est dans une phase où on libère beaucoup la parole sur la santé mentale. Ça serait bien qu'on passe à la seconde phase assez rapidement, qui est en fait de passer à l'écoute, en fait. Et à l'écoute de l'autre et à toutes les formes de vulnérabilité. Effectivement, ça serait bien que tout le monde ait accès à sa vulnérabilité parce qu'il y aurait beaucoup moins de violence. Donc ouais, je pense la force du collectif et le fait que la santé mentale passe avant tout par est avant tout un enjeu de santé publique. Donc voilà, que ce soit pris à sa juste manière et que tout le monde puisse avoir accès. En fait, à me dire que je vais voir mon médecin traitant, je peux aller voir finalement mon psy. Et après, à titre perso, oui, moi clairement, c'est ma famille choisie. Donc ma famille, mes potes. Moi aussi, j'étais super stressée aussi avant. Et donc, du coup, j'en parlais à ma meilleure amie là, qui est là, effectivement. Et je dis, je suis super stressée. Elle me fait, mais non, écoute, tu sais de quoi tu parles, etc. Ça va bien se passer. En plus, t'aimes bien en vrai. Je dis, oui, en plus, j'aime bien. Et alors, autre réponse qui ne fait pas du tout consensus dans le milieu de la santé mentale, faire la fête. Ouais, franchement, ouais. Parce que le public approuve. Ouais, en tout cas, une partie du public a l'air contente. Parce qu'effectivement, c'est aussi marrant et c'est important de se marrer et on peut aussi se marrer en parlant de santé mentale. C'est pas qu'un sujet badant.
vraiment. La fête et la joie. Ouais. J'aime bien me coucher tôt, cela dit. Mon remède, c'est me coucher tôt avec une tisane, mais c'est parce que je suis plus vieille que vous, peut-être. Non, c'est de l'agisme, j'ai pas dit ça. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir été aussi brillantes, aussi pertinentes, aussi intéressantes. Je pense qu'on peut les applaudir extrêmement fort. Merci. Merci beaucoup. Après cet enregistrement, plusieurs personnes du public sont venues nous trouver pour nous faire part de leurs doutes, de leurs questionnements. Il y avait aussi une jeune femme qui avait un projet autour de la santé mentale et qui avait les larmes aux yeux en s'adressant à nous, ce qui fait que nous aussi, on a pleuré. À l'heure du bilan, après ces premiers 6 mois de Folie Douce, je vais vous dire une chose. Parler de santé mentale au quotidien, ça remue énormément. Pas forcément plus que les questions féministes que je maniais dans La Poudre, mon précédent podcast, mais d'une façon plus profonde et impalpable. Ces premiers épisodes ont été émaillés d'imprévus, de choses très chouettes, de choses plus dures. Ce qui est certain, c'est que j'ai grandi et que je vais encore grandir. Ce qui est certain aussi, c'est que je ne me sens pas seule. Je suis reconnaissante à Christelle, Jessica et Camille d'exister, d'être là. Quelque chose me dit qu'on forme les prémices d'une armée. Même si on n'aime pas l'armée, faut que je trouve d'autres mots. Je vais chercher pendant l'été. En attendant, je vais prendre soin de moi et je vais prendre mon temps et je vous invite à faire la même chose. Je vous remercie pour votre soutien ces derniers mois, vos écoutes, vos abonnements à la newsletter, vos messages sur Instagram. C'est inestimable. Bon allez, une dernière fois, prenez soin de vous et surtout, prenez votre temps. Folie Douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production Marie-Laurence Chéry, assistée de Léa Rivière. Réalisation et mixage Marion Emery. À la prise de son, Marius Pruvost. La musique est une création originale de Irma et les visuels sont signés Louison Colom. Merci infiniment à Morgane Noam, psy engagée, pour ses conseils et sa réécoute exigeante. Folie Douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie Douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fictions, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues, et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel, le lien est dans la description de l'épisode, et sinon vous tapez Folie Douce par Lorraine Bastide.